y avait deux points, me semble-t-il, que nous pouvons introduire en discussion. La première, c'est comment le Sud, et tu nous as montré à travers la NRS, d'une part, la notion de site, nous connaissons tous les sites ANRS, et deuxièmement, le besoin de renforcement de capacité. Ensuite, tu nous as dit pourquoi le Sud, et là, tu as introduit deux mots-clés, si je devais en choisir parmi tous ceux que tu as dit, qui est le multipartenariat et synergie, bien sûr, et le côté recherche translationnelle, qui va être un point important, je trouve, pour ce type de recherche. Si nous prenons le premier, ce que nous avons voulu, c'est que, justement, mêler les expériences différentes, et la question derrière, c'est est-ce que ce qui est applicable pour le VIH, la notion de site, etc., l'est aussi pour ce que nous avons à gérer, autres types de recherches autour du paludisme, de la tuberculose, des maladies infectieuses négligées, etc. Et donc là, peut-être, est-ce que nous pouvons introduire le débat et demander à nos collègues d'intervenir à ce moment-là sur cette vision du site. Je reviens aussi sur ce point que disait Jean-François, derrière cet aspect très géostratégique finalement de nos interventions au Sud. Le site est-il, même s'il est étendu en réseau dans certains pays, le site est-il la bonne formule? Est-ce que la NRS est en avance finalement sur ce que nous devrions faire partout? Ou est-ce qu'il faut chercher un autre modèle au moment où, je vous signale, il y a en Europe une prise de conscience de l'importance de cette recherche au Sud, donc d'autres partenaires que les partenaires français pour aller travailler au Sud. Voilà, donc je voulais introduire ce premier point de discussion. Nous allons le revoir bien plus avant tout à l'heure avec l'expérience d'Achille Moussoublogi, mais peut-être peut-on poser cette question et si les uns les autres vouliez intervenir sur ce point. Je le répète, comment le Sud? Est-ce que l'expérience des sites, comment est-ce que vous voyez pour ceux qui, sur le paludisme, sur la tuberculose, sur les maladies infectieuses négligées, travaillaient dans d'autres aspects que ceux du VIH? Est-ce que vous pensez que ce modèle... Alors, je ne sais pas si, Patrice, le mot site, d'ailleurs, est le bon mot, voilà, personnellement. Alors, très bien. C'est pour lancer un petit peu la discussion. Je ne sais pas si la notion de grand programme ne serait pas plus pertinente que la notion de site, d'ailleurs, qu'on a du mal à traduire en anglais et qui est assez mal perçue par nos collègues anglo-saxons. Donc il me semble parfois qu'on ferait mieux de parler de grands programmes thématiques que de parler de sites. Est-ce que c'est transposable, ces grands programmes sur le VIH-Sida de la NRS avec le Sud à d'autres pathologies? À mon sens, oui, tout à fait. D'ailleurs, ça se fait déjà, je dirais, dans d'autres domaines. Je suis en train de penser au paludisme avec le programme du Wellcome Trust, par exemple, et de François Nostens, qui travaille, lui, directement sur le terrain, qui a mis en place tout un réseau aussi multidisciplinaire d'équipes qui vont travailler sur de la recherche à la fois opérationnelle, à la fois sur de la recherche clinique, à la fois aussi sur de la recherche un petit peu d'amont, avec là aussi une grosse composante renforcement des structures, des systèmes de santé et de formation. Donc je pense, oui, que ça existe déjà et je pense qu'il faut le développer. Merci, on va peut-être prendre des questions de Michel, vas-y. Oui, Michel, je suis... Peut-être dites votre nom. Alors, je suis Michel Cotte de l'IRD et moi je travaille plutôt sur le paludisme. Donc je voulais faire écho à ce que vous disiez, mais bon, effectivement tout ce que vous dites, je suis entièrement d'accord. La notion de site à l'IRD a été plus ou moins abandonnée, je pense, dans les années 80, disons. On avait une politique de site assez forte où on développait des centres Orstom, qui étaient des petites places fortes, donc où il n'y avait que des orstomiens qui travaillaient avec leurs partenaires. Et je crois que petit à petit, on a développé beaucoup plus l'intégration de nos structures chez les partenaires et à l'intérieur des structures des partenaires. Donc je crois que c'est plus des structures en réseau qu'il faut développer, avec effectivement des sites géographiques comme des laboratoires où on travaille ensemble, et ça existe, mais beaucoup plus que véritablement des centres d'excellence dans lesquels qui seraient installés par le Nord et dans lesquels les partenaires viendraient travailler. Voilà. Oui, mais il faut que ces centres soient très interactifs avec les autres structures que là où ils sont implantés. Oui, donc personnellement, je ne suis pas très partisan. C'est pour ça que je préfère le terme de programme ou de réseau,
parce que, bon, il y a la notion justement de Dandridge, je dirais, avec les structures de soins, avec bien d'autres structures de santé dans les pays, que lorsqu'il y a un centre. Pierre Roch, vas-y. Oui, merci. Pierre Roch. Donc, vous savez que j'ai une petite expérience en Afrique. Je pensais que le système du site est très efficace quand on a une question extrêmement précise, qui était par exemple la question du VIH. Dès qu'on aborde d'autres sujets, ça pose des problèmes d'interaction avec les structures existantes. En particulier, je pense à l'université. On sait que dans tous les pays d'Afrique, tous nos collègues enseignants-chercheurs sont noyés par leur activité d'enseignement, par la masse d'étudiants à former, alors que souvent les structures sont limitées. Et donc non seulement il faut, je pense que c'est très difficile, et j'avoue que c'est ce qui me pose le plus de soucis quand j'essaye de monter des programmes, c'est d'avoir non seulement un contact avec des enseignants-chercheurs, mais en plus qu'eux-mêmes puissent avoir un peu de temps. Et c'est pour ça que le système des sites, c'est bien, mais il faut vraiment aussi avoir une action très forte d'interaction avec l'université, qui n'est pas facile, hein. Franchement, je sais pas. Alors, je peux donner. Bon, c'est vrai que l'ANRS en ce moment est en train de développer justement ces relations avec les universités. Pour le Cambodge, je peux parler. Là, il se trouve qu'on a un gros avantage, je dois dire, c'est que le coordonnateur du site ANRS Cambodge est le recteur de l'université. Et que lui-même veut justement redéployer progressivement, parce que c'est vrai ce que tu dis, Pierre, c'est extrêmement difficile. Il n'y a pas la culture. Quand je parle avec lui, il me dit aussi les enseignants-chercheurs, les enseignants n'ont pas cette culture de la recherche même. Donc, ils estiment qu'ils ont été... Là, je répète ces paroles, ils ont été engagés pour faire de l'enseignement, ils n'ont pas été engagés pour faire de la recherche et ils ne sont pas payés pour ça. Voilà oui, comment ils le perçoivent. Et donc, ça nécessite au niveau de leur université aussi une réorganisation, une redéfinition des missions au niveau des universités dans ces pays. Ce que tu dis sur la charge de travail des universitaires est tout à fait vrai aussi pour les hôpitaux. Les médecins dans ces pays sont déjà débordés. Et je me souviens que sur le Vietnam, il y a certains programmes qui ont eu beaucoup de difficultés à se mettre en place exactement pour ça. Et le médecin qui nous disait sur un des programmes, bon, je suis désolée Françoise, mais moi j'ai fait médecine pour soigner les malades, pas pour faire de la recherche. Et là, je suis complètement débordée par les lits qui sont équipés, par les consultations, et tout ce que vous me demandez est impossible. Je pense que il faut arriver, c'est aussi une partie de notre mission, je pense, d'apprendre ce que c'est que la culture de la recherche, et un petit peu comme chez nous, ça a été aussi dans les services et dans les hôpitaux en France, de démontrer qu'à travers la recherche, on améliore aussi les systèmes de soins, et que cette recherche est structurante pour les hôpitaux. Et comme elle peut être structurante aussi pour les universités. Et je pense que là, c'est en jouant sur les jeunes générations, à vrai dire. Donc sur ce... Oui, je vous en prie. Enfin, je ne sais pas si... Voilà, madame là-bas, attendez, on va vous passer un micro. Oui, bonjour, René Frégosi. J'ai quelques scrupules à intervenir ici parce que moi, je suis enseignant-chercheur en sciences politiques et je travaille sur l'Amérique latine, à l'Institut des hautes études de l'Amérique latine. Alors, effectivement, mon sud n'est pas ici,
Mais en même temps, comme en France, on travaille très peu avec l'Amérique latine et que là, moi, je suis donc politiste, mais je lance en ce moment un projet de recherche pluridisciplinaire. Et là, je me suis sentie mieux parce que j'ai entendu le mot pluri- ou multidisciplinaire et transnational aussi. Comme je travaille sur les circulations de modèles et de pratiques au niveau transnational, je me sens déjà un petit peu mieux. Et donc, je lance un projet sur les nouvelles modalités de lutte contre le sida, le VIH-sida, en Amérique latine. Et nous le faisons dans une perspective comparatiste, Europe-Amérique latine, et plus spécialement France-Chili. Alors je sais, le Chili n'est pas un pays du Sud. C'est un pays membre de l'OCDE, etc. Mais je voulais vous demander si vous ne pensez pas qu'en travaillant avec l'Amérique latine, où il y a à la fois des pays du Sud et des pays du Nord en Amérique du Sud, est-ce que justement pour la France, ça ne serait pas aussi un moyen d'élargir le partenariat et de trouver des passerelles et avoir des intermédiaires? Je vous remercie. Alors, pour la NRS, Jean-François pourrait le dire, il y a aussi un site à NRS en Amérique du Sud qui est au Brésil. Donc il y a déjà une collaboration qui se fait aussi avec l'Amérique du Sud. Je veux dire, d'ailleurs, on arrivait à faire le lien entre Cambodge et Brésil. Et je pense que c'est important justement de faire ces liens sud-sud, si on peut dire ainsi, à travers des programmes qui au départ sont issus justement de l'étude de Camélia dont je parlais, de marqueurs prédictifs de syndrome d'immunoreconstitution, et de se poser la question aussi justement par rapport aux facteurs génétiques, le rôle de la génétique dans ces facteurs prédictifs. Donc il y a des choses qui existent, il y a des choses qui se mettent en place. C'est vrai que l'Amérique du Sud, là je parle pour le VIH, il y a moins de programmes qu'il n'y en a avec l'Afrique, avec l'Asie du Sud-Est. C'est vrai aussi que, mais là Jean-François pourrait le dire mieux que moi, la NRS ne peut pas non plus financièrement, c'est lourd ces programmes. Quand on veut le faire justement en institutionnel, disciplinaire, etc. Et on n'a pas, et je pense que c'est aussi un petit peu l'objectif de ces journées, on n'a pas, nous, du côté français, suffisamment de ressources humaines, finalement, pour déployer et développer des recherches autant qu'on le voudrait avec tous les pays ou tous les continents. Et je crois que ces journées, c'est là aussi pour stimuler d'autres à venir travailler dans les pays du Sud d'une façon la plus globale. Merci. Donc sur ce premier point, qui est comment le Sud, on a vu au cours de cette discussion qu'on est en train de déborder la notion de site tel qu'il était peut-être vécu. D'ailleurs, il s'est dépassé lui-même à l'expérience autour de réseaux de programmation, on va dire ça comme ça, avec une deuxième idée derrière qui était l'intégration avec les structures locales. On a parlé d'université, il y en a d'autres. Le continuum avec le soin, tu lui as insisté, et la vision sud-sud, qui est un point important. La deuxième partie de ton intervention qui était pourquoi le Sud, et dans lequel derrière tu évoquais, j'ai pris au hasard 2 points forts qui étaient le multipartenariat d'une part, et la notion importante, on y reviendra au cours de cette journée, de ce qu'on appelle la recherche translationnelle. Sur le premier, Françoise, vous voulez intervenir sur le côté multipartenaire. Tu as parlé des ONG, tu as parlé aussi des structures publiques. Peut-être peux-tu réinsister là-dessus, ou je ne sais pas si la salle veut intervenir sur ce point. Pardon, excusez-moi, madame. Oui, excusez-moi. Donc, je viens de l'Université Cheikh Anta Diop, professeur Ndiaye. Je suis physiologiste, mais de plus en plus, notre laboratoire est confronté à la carrière, justement, en matière de recherche. Donc, nous avions des formations ou cliniques, c'est des spécialistes, et nous avons démarré depuis, avec la réforme LMD, nous avons introduit des écoles doctorales. Et je voulais donc vous poser la question par rapport à, comment maintenant évoluer en s'adaptant au modèle LMD, parce que je pense que c'est une opportunité pour introduire de nouveaux
acteurs et aussi un nouveau mode fonctionnel, parce qu'il y aura la mobilité. Mobilité des apprenants, parce que de plus en plus les étudiants vont aller vers le PhD. Et actuellement, nous, dans notre laboratoire, nous avons des étudiants qui sont en Master 2 et qui ont des thématiques pour évoluer vers les PhD. Et pour le moment, je suis le chef de service de ce laboratoire. J'en ai 2, je ne sais pas. Les thèmes sont tellement pointus. Est-ce que nous pourrons avoir l'encadrement, les infrastructures pour les amener jusqu'à leur PhD? La réponse est non. Parce qu'en général, il faudra faire des voyages. Nous en sommes l'exemple. Nous avons été très tentés de ne plus rentrer. Parce que nous, nos universités, quand nous envoyons les jeunes en PhD, souvent, ils ont une green card, ils ne reviennent pas. Donc, je pense que cette dimension doit également être prise en compte. Les écoles doctorales, la recherche, comment structurer des institutions de recherche. Au Sénégal, il n'y a pas l'équivalent de l'INSERM. Il n'y a pas l'équivalent du CNRS. Donc, où on a une université, l'enseignant vous dit, moi, j'ai 2000 étudiants, je corrige 3 fois 2000 copies, ne me demandez pas de faire de la recherche. Donc, je pense que c'est un aspect qui peut-être est une question dans une autre question, mais qu'il faut inscrire dans les orientations. Le deuxième point concerne l'aspect du périmètre thématique. Je pense que dans les 25 dernières années, la priorité, c'était communicable disease. C'est le VIH-Sida, c'est le paludisme. Nous sommes dans un pays où le paludisme continue à être la première cause de morbidité et de mortalité. Mais maintenant, l'Afrique et les pays du Sud sont en transition épidémiologique. En ce moment, au Sénégal, la priorité devient le diabète et les non-communicable diseases. Donc, dans la notion, je pense, de périmètre, il faudrait voir maintenant l'introduction de ces non-communicable diseases qui sont devenues une priorité de l'OMS. Alors, en fait, je l'ai mentionné à la fin, très rapidement, de ma présentation, c'est non-communicable disease deviennent un énorme enjeu, effectivement, pour le Sud, où tout ce qui est pathologie, j'allais dire, chronique, qui nécessitent, qui sont lourdes, qui sont chères, dans des systèmes de santé, bien souvent, vous êtes plus placé que moi pour le savoir, quand même un peu balbutiants. Et que finalement, bon, alors c'est parce que je viens du milieu VIH, mais il se trouve qu'aujourd'hui, l'infection VIH sous traitement devient aussi une pathologie chronique. Donc je pense que tout ce qui se fait dans le renforcement des structures de soins pour une pathologie là aussi qui devient chronique sous traitement peut aider aussi à prendre en charge ces non-communicable diseases dans le futur. Mais il y a tout un volet recherche aussi sur ces pathologies qui sont à prendre en considération, bien évidemment, et avec, là encore, tous les aspects de la recherche. Des recherches en sciences sociales et humaines, en économie de la santé, des recherches, bien sûr, biomédicales, des recherches opérationnelles, des recherches cliniques. Donc, oui, pour ces pathologies-là, bon, je dirais qu'on pourrait changer simplement, sur certaines diapositives, simplement mais les mots et les noms. Pour le premier aspect que vous abordiez sur le système LMD dans les pays du Sud, je pense que c'est bien, mais c'est vrai que quand vous envoyez au Nord, si je puis dire, des chercheurs pour faire un PhD, je crois qu'il est important que les questions qui soient définies avec les équipes d'accueil soient des questions, me semble-t-il, qui sont importantes pour vos pays, de façon à ce qu'au retour, justement, il puisse y avoir une intégration beaucoup plus facile que si on prend un PhD dans nos laboratoires au Nord sur une thématique du Nord. Moi, j'aurais tendance à dire que ça dépend un petit peu des laboratoires d'accueil
Et c'est important justement qu'il y ait plus d'échanges et de partenariats entre les universités du Nord et du Sud, de façon à ce que les sujets de thèse des étudiants du Sud soient définis aussi avec les universités du Sud. Bon, ça c'est un petit peu mon opinion sur cette question. Peut-être que d'autres ne la partagent pas, mais je pense que c'est important. Après, vous dites, c'est vrai, un certain nombre ne reviennent pas dans le pays, c'est vrai. Je crois qu'il faut encourager peut-être encore plus les thèses en co-tutelle, et justement quand c'est sur un sujet qui intéresse le pays, il y a des possibilités. Nous on l'a déjà fait, d'autres le font aussi et l'ont déjà fait, c'est que ça soit une thèse qui se fasse à temps partagé, une partie directement dans le pays, une partie au nord sur des aspects qui ne peuvent pas être réalisés au sud, de façon justement à créer d'abord des liens entre le nord et le sud, et d'autre part à faciliter, et c'est pratiquement plus un retour là, c'est une continuation. Merci, je pense que nous allons arrêter là cette première partie de la discussion. Françoise, nous retenons ce point qui est tout à fait crucial, hein, qui est la formation. Il y a effectivement des pistes importantes, et c'est vrai qu'il y a certainement une prise à conscience, en tout cas des universités du Nord, de voir et de trouver les bons thèmes d'interaction avec les universités du Sud.